Football Magazine. Du foot, plein les oreilles. « 11h04 sur Alger 3, madame, monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver en ce vendredi matin. Au sommaire de ce Football Magazine, bien évidemment, ce soir, première sortie sur les dates FIFA de l'Algérie face au modeste Guatemala. Le Guatemala, 94e au classement FIFA. On reviendra sur l'importance de ce match. 6 nouveaux joueurs appelés pour les 2 matchs, Guatemala. Et mardi, il y aura l'Uruguay. Là, on passe à une autre dimension. Les U23, premier stage pour Rafik Saifi, 2 matchs. Algérie-République démocratique du Congo par 2 fois. Premier match ce soir, ça sera en direct sur les ondes d'Alger 3. L'actualité nationale, arbitrage scandaleux de M. Boukhalfa qui a dirigé le derby algérois, Chebab Riadi de Belouizdad, Mouloudia d'Alger. Un Boukhalfa largement dépassé au cours de cette confrontation. Mérite-t-il vraiment son badge FIFA ? On reviendra sur les adversaires du Chebab Riadi de Belouizdad et de l'USMA d'Alger en Coupe de la Confédération africaine de football. Pour le CRB, ça sera Zamalek d'Égypte. Également, une équipe qu'il faudra jouer contre. Il faudra faire face à un adversaire d'une dimension supérieure à Al-Masri. Et puis, il y aura USMA d'Alger, Olympique Safi. On parlera du calendrier de nos 2 clubs engagés dans la compétition nationale. Comment faire face à un calendrier marathon pour l'USMA et le CRB. Dénominateur commun, les 2 clubs sont engagés sur 3 fronts. Vous restez avec nous, on est ensemble jusqu'à midi à la réalisation Fouad Hamadi. Je voulais annoncer donc Algérie-Guatemala ce soir, le match en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Un match qu'on pourra suivre, bien évidemment, pour une première sortie du 11 national, avec 6 nouveaux joueurs retenus pour ce stage, pour ces 2 confrontations. L'une ce soir face au Guatemala et l'autre mardi face à l'Uruguay. On va sur ces 2 confrontations, ces 2 dates FIFA, Ali Hamouche. À moins de 3 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur national Vladimir Petkovic profitera certainement de l'avant-dernière fenêtre internationale et notamment de ces 2 matchs amicaux face au Guatemala et l'Uruguay pour voir à l'œuvre les 6 nouveaux joueurs de sa liste. Lors de la conférence de presse en prévision du match face au Guatemala, le sélectionneur national a donné quelques indications, notamment sur le poste de gardien de but. 4 ont été retenus pour ce stage, 2 habituels, à savoir Lucas Zidane et Anthony Mondrea, et 2 nouveaux, Melvin Mastil qui évolue en Suisse avec le FC Stade Nyonnais et Kylian Belazoug, le gardien de la réserve du Stade Rennais. Petkovic fera jouer un gardien de but pour chaque match. Il y a une très grande possibilité. Normalement, c'est prévu que dans les 2 matchs, on va jouer avec 2 différents gardiens. En tout, c'est pas moi qui gère les gardiens. Pour moi, les gardiens sont gérés par des préparateurs des gardiens qui s'occupent de ça. Je suis tout le temps en contact avec eux, je regarde avec un œil caché ce qu'ils font avec les gardiens, et je peux dire que les 4 gardiens qui sont avec nous, ils ont fait un très bon travail jusqu'à maintenant. L'intégration doit être immédiate et aussi le comportement et la façon de s'entraîner doit être aussi immédiate dans l'équipe nationale. Tous les 4 gardiens qui sont avec nous, ils ont des qualités, mais pour Melvin Mastil, lui, il a aussi ses qualités. Ce sont des qualités qui peuvent être aussi favorables pour l'équipe nationale. Mastil, qualità che potrebbero nella Algerina. Autre indication donnée par le sélectionneur national en conférence de presse concerne un autre nouveau, Achraf Abada, qui avait réalisé de belles performances lors de la dernière Coupe arabe des Nations. Achraf Abada, qui est passé de l'AS Ochlef à l'USM Alger durant le mercato hivernal, est bien parti pour être maintenu dans le groupe. Un giocatore interessante. C'est un des joueurs dont on parlait avant qui a démontré avec sa coupe arabe, avec son changement de Jlef à USMA, et surtout il a démontré par des prestations, et donc je trouve que c'est un joueur intéressant. Il est avec nous, il faut du temps pour s'intégrer à 100% dans l'équipe, et déjà avec ses premières séances j'ai pu m'apercevoir qu'il a des qualités pour rester dans le groupe. Mais après, c'est le terrain qui va nous donner les réponses, et il ne faut jamais oublier que le groupe il est vraiment très élargi.
Donc ce sera le terrain qui va nous dire qui seront les joueurs qui vont parteciper au championnat du monde. Che sono come candidati anche per mondiali. Vladimir Petkovic est également en train de dessiner les contours du groupe qui sera retenu pour le mondial. Le deuxième de sa carrière après celui de 2018 en Russie avec la Suisse, éliminée en huitième de finale. Petkovic a également dirigé la sélection suisse lors de 2 Coupes d'Europe des Nations, en 2016 et en 2020, où la Suisse s'était qualifiée pour les quarts de finale pour la première fois de son histoire. Petkovic est également le premier sélectionneur de l'histoire à qualifier 3 fois de suite la Suisse pour un tournoi majeur. Petkovic compte bien mettre à profit ses expériences pour bien gérer le prochain mondial. L'esperienza della Russia. Mais c'est clair que pour la gestion de certains domaines comme la fatigue, la concentration, la gestion de l'équipe, c'est bien clair qu'une expérience comme celle-là en Russie, elle est sûrement valable. Il y a des différences parce qu'en tout cas pour ce championnat du monde, il y a moins de temps de préparation pour le début de la compétition. Mais comme toujours dans le foot, il faut tout planifier, mais il faut être surtout prêt à réagir quand il faut. Pianificare tutto e essere pronti di reagire. En attendant, la sélection nationale poursuivra son stage en Italie avec un deuxième match amical ce mardi à l'Allianz Stadium de Turin face à l'Uruguay, une sélection mondialiste 16e au classement FIFA. Et au mois de juin, l'Algérie montera d'un cran en termes de sparring partner en affrontant un adversaire d'un calibre supérieur. Les Pays-Bas, 7e au classement FIFA, quart de finaliste du dernier mondial. Ça, c'est le programme qui attend les Verts. Également, les 2 matchs pour nous en parler aujourd'hui. Toujours quand il s'agit de l'équipe nationale. Mourad Wardi, bonjour. Bonjour, Mohamed, à vous, à tous ceux qui vous accompagnent et à ceux qui nous écoutent. Mourad Wardi, première question. On va rester concret, s'il vous plaît. En apprenant la liste des joueurs retenus pour les 2 matchs, est-ce que vous avez, à 3 mois de la Coupe du Monde, est-ce que vous avez été étonné ou pas de voir 6 nouveaux joueurs être convoqués pour ces 2 dates FIFA ? Oui, il a fait des choix, Mohamed, qui font parler, des noms qu'on n'entendait pas et des noms absents, qu'on aurait pu imaginer voir manquer à l'appel. Bounjah, Ben Nasser, Attal, un degré encore moins, Ben Taleb, des organes, ce sont des cadres. Des joueurs que je dirais qui ont porté le groupe ces dernières années. Et pas plus tard lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2026. Même, je dirais, si elle n'est pas disciplinaire, comme il l'a si bien évoqué Petkovic, non, il parle d'exploration de nouvelles sélections. Et je dirais, à 3 mois d'un grand rendez-vous, c'est un peu, je dirais, c'est un peu risqué. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est pas prendre des risques, d'autant plus que, même s'il les connaît, mais un joueur comme Bentaleb, qui, rappelons-le, était au Mondial 2014, joue avec Lille, qui joue les premiers rôles dans le championnat de France. Vous avez Ben Nasser, bon, peut-être handicapé par une blessure. Attal également pas au mieux de sa forme, c'est ce qu'il a dit. Bounjah également. Mais 6 nouveaux joueurs. Et là, je vous pose la question, là également où je suis étonné. Sur le poste spécifique de gardien de but, quand on fait appel à un joueur de Rennes, qui évolue à Rennes, Ben Azoug, qui est âgé de 19 ans, qui n'a jamais joué en équipe première, tout de suite en équipe nationale. Alors qu'à mon humble avis, je le dis, est-ce qu'il n'aurait pas fallu passer par les U23 de l'Afrique Saïfi avant d'atterrir chez les A ? Oui, vous avez répondu à la question. Moi, non, peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe. À 3 mois d'une échéance, donner la possibilité à quelqu'un, surtout dans un poste clé, dans un poste qui est très important, un joueur qui n'a que 18 ans, qui n'a pas le gabarit, la stature. Le former, oui, le former dans une autre catégorie, celle peut-être des U23. En équipe nationale et en pleine préparation dans une phase finale très importante qui est la Coupe du Monde, on est en train d'essayer des gardiens, et surtout jeunes. Je crois que là, on joue un petit peu avec, même s'il est remplaçant, le football ne pardonne pas. On peut avoir dans 2 mois 2 blessés. Donc aujourd'hui, il faut bien comptabiliser les choses et voir ce que peut donner demain. Demain, c'est une Coupe du Monde avec un niveau très, très, très élevé. Surtout, il y a ces 2 matchs, le Guatemala et l'Uruguay. Et puis après, il faudra attendre le mois de juin avec déjà un match, les Pays-Bas, et le dernier match sûrement qui se jouera peut-être aux États-Unis. Mais ce qui veut dire, pourquoi je rappelle cela, il n'a pas beaucoup de dates FIFA devant lui. Il le dit lui-même, la préparation sera plus courte comparativement à la Coupe du Monde
2018, où lui a été entraîneur de la Suisse. Écoutez, avec ce que nous avons comme gardien de but, je ne vais pas aller directement dans une critique négative, mais je dirais qu'aussi avec ceux qu'on a, à l'exception de ceux qu'on a connus et qui restent tout le temps dans le doute, même Lucas Zidane, il n'est pas, comment dirais-je, ancien dans cette équipe. Même lui, il est à la recherche de repères avec sa composante défensive et toute l'équipe. Donc, on part déjà, je dirais, avec handicap. Je ne sais pas comment ça va être la réaction de Zidane, espérons qu'il sera à la hauteur de cette grande mission. Mais je crois aussi que, quelque part, on est en train de faire vous m'excusez du terme, dans l'improvisation. Très bien, bon, vous voulez dire, quand vous dites improvisation, il est encore en train de chercher, il n'a pas encore trouvé. Donc il est toujours, et il essaye des variantes. Parce que je le dis, sur le poste de gardien de but, si la défense se dessine, en revanche, le milieu de terrain également, il y a beaucoup de questionnements. L'attaque, bon, si elle se dessine, il a des solutions de rechange. Voilà pour résumer. Est-ce que vous pensez, ce sera ma dernière question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on va assister à une équipe new look, avec de nouveaux visages, ou bien non, il va miser sur ce qu'il connaît déjà? New look, non, mais peut-être dans des postes, peut-être qu'il veut voir. Je crois qu'au milieu de terrain, il va essayer une triplette, parce que aujourd'hui aussi, si on parle et si on voit un petit peu la qualité de ces joueurs et ce qu'exige le haut niveau, je crois qu'il y a aussi des questionnements là-dessus. De récupérateurs, ça veut dire que c'est des forces défensives avec un rajout offensif de temps à autre, mais avec des joueurs qui se positionnent offensivement, revenir tout de suite dans une reconversion rapide. Je crois qu'il y a ici une question à débattre. Donc je crois qu'il va y avoir peut-être une évolution d'un joueur au milieu de terrain. Il va essayer peut-être une nouveauté au milieu de terrain, peut-être en défense, peut-être pas comme le gardien de but. Je crois qu'il va laisser Lucas Zidane Lucas s'adhérir encore dans des compétitions pareilles. Ensuite, il y a l'attaque il y a 2 ans. Ben Bouali, je crois sur le poste de gardien, le poste de gardien de but, en principe, sur ce match, il y aura un gardien, sur le match de l'Uruguay, il y aura un autre gardien. Il va essayer, sauf celui de 19 ans ne jouera pas les matchs, il vient pour prendre la température, pour s'acclimater, allez, on va le dire comme ça. Mandrea, il le connaît, donc il restera 2 gardiens. Lucas Zidane va faire ce match et il y aura l'autre gardien qui va faire le deuxième match. Je crois peut-être, mais... Non, c'est les informations, sur le poste de gardien. On est en plein dedans. Très bien. Juste un mot, là on va quitter parce qu'il faut qu'on ait une pensée pour eux, on reviendra la semaine prochaine, ils sont en Libye, c'est les tournois UNAF 17 ans. Je rappelle qu'il y a 3 équipes qui se qualifient pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie a gagné son premier match contre la Libye 5-1, aujourd'hui deuxième match contre le Maroc, une équipe dirigée par Rimouz, on leur souhaite le meilleur, parce qu'on n'a pas tendance à briller sur cette tranche d'âge. Oui, effectivement, on n'a pas tendance, mais j'espère que il va y avoir réaction. Un premier match, 5-1. Un deuxième match, je dirais, un peu difficile, mais quand même, je crois que Rimouz a le potentiel, mais il n'avait pas le temps de construire. Chaque fois, on remet le compteur à 0. Donc j'espère qu'il va y avoir réaction dans ce match et pourquoi pas un bon résultat. Ça serait, et quand on regarde la composante, on voit également beaucoup de joueurs formés à l'étranger. Quand on regarde la composante de cette équipe, des U17 également. C'est une porte ouverte pour le futur. Déjà, ils ont ce fameux passeport international algérien. Ils se mettent dès aujourd'hui, pourquoi pas avant demain, à penser équipe nationale d'Algérie dans 5 ans, 6 ans, équipe A. Et ça peut créer une bonne dynamique sur les jeunes catégories. Oui, mais il faut qu'il y ait un travail de profondeur. Il faut repenser un petit peu ces catégories. Je rappelle également, vous l'avez dit, ça leur ouvre une porte internationale, mais dans le même temps, il faut le rappeler, ce que dit la réglementation en passant en senior, s'ils n'ont pas joué en senior, dans ces tranches d'âge, à un moment donné, ils peuvent changer. Il faut le rappeler. Peut-être ils vont se mettre
dans ce que c'est l'équipe nationale d'Algérie. Aujourd'hui, il faut les mettre dans les conditions... Non, pourquoi je rappelle ce qui est valable dans un sens doit être valable dans l'autre sens également. Il faut être, il est bon de le rappeler. Espérons qu'ils seront bons. Voilà. Qu'ils vont être à la hauteur de... Et que c'est un choix, et que c'est un choix définitif. Le choix, c'est toujours le joueur qui va choisir. Oui, et que ce soit un choix définitif. Je rappelle également que nous avons les U23 qui ont 2 matchs contre la République démocratique du Congo avec un staff technique inédit. Il n'était pas attendu. Rafik Saifi et Azdin Rahim. On attendra pour voir avec comme objectif se qualifier pour la phase finale, pour les Jeux Olympiques, pardon, j'allais dire phase finale, les Jeux Olympiques. Donc, aller où l'Algérie n'a participé que 2 fois. Oui, là aussi, on est tout de suite dans un match amical. On ne connaît pas bien cette équipe olympique. Donc, j'espère que ces 2 matchs amicaux vont lui donner une visibilité pour la suite de ce qu'il attend. Et là, pour être, facile, pour être également complet, beaucoup de joueurs venant des championnats, notamment de France, avec des joueurs du Parado Athletic Club, Mouloudia d'Alger, USMA d'Alger et CRB. Voilà un petit peu pour donner Constantine également, de CSC. Il faut qu'il y ait une combinaison rapide entre ces joueurs. Voilà que la mayonnaise puisse prendre, mais pourquoi je rappelle ça? Pourquoi quand je donne ces indications, ça sera ma dernière question, c'est que nous sommes encore obligés de puiser sur les championnats étrangers pour former une sélection, alors que ce qui montre bien que chez nous, il y a un gros retard en matière de formation. Il faut le souligner de cette manière. Et c'est la seule d'ailleurs. Il faut qu'il y ait une émission qui va chercher le pourquoi de ça j'en parle, on l'a abordé, réabordé, mais ce qui est sûr c'est que le constat est là. Et là je reviens sur un aspect, je vous remercie encore une fois Monsieur Mourad Wardi d'avoir été avec nous en direct. Je vais revenir sur un aspect, les orientations qui ont été données par le président de la République, rappelons-le, il y a 1 an de ça, c'est de dire, nous devons, ou les clubs bénéficiant d'entreprises publiques doivent miser en grosse partie, doivent bloquer des moyens financiers conséquents pour mettre en place une politique de formation à travers un centre de formation et une politique de formation qui passe tout d'abord par la structure physique, le centre de formation, deuxièmement par la ressource humaine, à savoir la qualité des formateurs, tant sur le plan footballistique que la pédagogie, parce que les études doivent accompagner également les jeunes joueurs et pour travailler pour le futur. Ça doit être l'obligation, l'orientation qui a été donnée. Ça tarde à se mettre en place, malheureusement. Voilà donc pour revenir sur les différentes sélections, 11h22. Également, on va revenir à l'actualité nationale. Vous avez vu, vous l'avez entendu, le match Shabab Riadi de Belouizdad, Mouloudia d'Alger. Le dernier match ne restera pas dans les annales sur le plan footballistique, mais il y a un acteur qui a marqué cette rencontre, c'est l'arbitre Boukhalfa. Il est placé, lui et la VAR. Ils sont passés complètement à côté de leur sujet. Avec nous en direct pour en parler, il a vu le match, Monsieur Hlalchi. Je le rappelle, votre regard d'arbitre. Monsieur Hlalchi, bonjour. Bonjour, Monsieur Mammar, bonjour, cher éditeur. Alors, Monsieur Hlalchi, quand je dis que Monsieur Boukhalfa s'est raté, qu'est-ce que vous dites? Quand je dis lui et la VAR, parce qu'aujourd'hui, c'est un ensemble. Oui, M. Mammar. Bon, pour commencer, le législateur d'AFAB a réservé toute une loi pour l'arbitre et autres arbitres, la loi 5 et la loi 6, dans le manuel des lois de jeu. C'est vrai, on peut avoir des matchs, on ne peut pas avoir un match sans erreur. Mais un match se dispute sous le contrôle d'un arbitre disposant de toute l'autorité nécessaire pour via l'application des lois de jeu. Merci, M. Hlalchi. Quand on dit l'application de jeu, oui. Ça veut dire c'est décision technique et disciplinaire. Et on peut citer quelques-unes. Je vais citer au moins une qui coïncide avec ce match. C'est l'autorité pour imposer des sanctions à partir du moment où il pénètre sur le terrain. C'est ça l'autorité de l'arbitre. Pour l'inspection d'avant-match et jusqu'à ce qu'il quitte après la fin du match. Ça, c'est une précision, M. Mammar,
pour que les Elle est gens importante. avoir une idée sur l'autorité de l'arbitre et sur l'importance de l'arbitre dans un match de football. Voilà. On revient sur l'arbitrage de monsieur Boukhalifa. Vraiment. Justement, j'arrive. Vous avez, monsieur Halalchi, vous avez touché du doigt le sujet que nous abordons, l'autorité de l'arbitre. Or, l'autorité de l'arbitre sur ce match, elle n'a pas existé. C'est un Boukhalifa qui a pris des décisions à contresens, qui n'a jamais sanctionné, qui a été malmené. À la fin, je pensais que c'était du rugby. Il était au milieu de la mêlée. Et lui-même, il est rentré dans la mêlée. Mais c'était surréaliste. Dans ce match, les contestations de match, des accrochages entre les joueurs, des expulsions en fin de partie. Oh, en fin de partie, hein. Merci. Alors qu'il aurait dû avoir des expulsions bien avant. Pendant le match. Oui. Pendant le match. Voilà. Ça, c'est pas question de gestion. On peut gérer des situations, mais on ne peut pas gérer un comportement pareil des joueurs. Là, l'arbitre devait être vraiment ferme. Parce qu'il y a des situations aussi, des situations arbitrales litigieuses. Alors, quand on parle de comportement injustifié des joueurs, c'est l'arbitre. J'allais vous poser la question, monsieur Halalchi. Est-ce que ce n'est pas, monsieur Halalchi, est-ce que ce n'est pas la manière d'officier, de diriger de monsieur Halalchi qui a influencé le comportement des joueurs? C'est moi, monsieur Lamar. C'est le rôle de l'arbitre. C'est sa mission d'imposer le respect et le calme. Avec la prise, bien sûr, des décisions fermes, que ce soit techniques et disciplinaires. C'est vrai, il y avait des situations litigieuses dans le match qui a provoqué. C'est vrai, il y a des étincelles entre les joueurs. Mais l'arbitre n'a pas su gérer toutes ces situations. Alors, c'est sa mission et son rôle d'imposer ce respect et de maîtriser cette situation. C'est ça le rôle de l'arbitre, avec ses décisions fermes. Que ce soit technique ou disciplinaire. J'ai vu un arrêt. On n'a pas vu une réaction de l'arbitre. On a vu l'arbitre, il est toujours entre les joueurs dedans, il était vraiment perdu. Alors, si on revient sur les situations litigieuses arbitrales, on n'a rien compris. Tout le monde pose des questions. Pourquoi il n'y avait pas de vérification? Justement, tout le monde est convaincu avec la présence de la VAR, c'est que la VAR a rapporté de bonnes choses au football. Mais il n'a jamais fait des efforts pour transmettre le maximum de matchs télévisés et pour permettre la présence de la VAR avec des terrains modernisés, alors que 3 situations, une pour le Moulbia, une pour la dernière pour le CRB et une au milieu du terrain du carton rouge. Il y a des situations litigieuses. Est-ce que l'arbitre a été informé par l'équipe de la VAR et l'arbitre a refusé d'aller vérifier toutes ces situations, ou bien d'autres choses que seuls les arbitres savent ce qui s'est passé vraiment dans ce match? Moi, malheureusement, on n'a pas la petite oreillette pour écouter ce qui se dit entre la VAR et l'arbitre, mais étant au stade, je me suis dit, c'est pas possible. Sur aucune des situations, M. Boukhalifa n'est parti à la VAR. Aucune. Exactement. Il y avait pas... Parce que M. Ammar, un point très important. Parce que la réglementation stipule que personne ne peut associer l'arbitre dans ses décisions. C'est le seul maître dans le terrain. C'est vrai, il y a d'autres arbitres. Mais c'est lui le directeur du jeu. Ils sont juste des assistants pour des missions bien précises. Oui, il faut rappeler, c'est le directeur du jeu. Lorsqu'on a vu le match, on a vu une communication entre l'arbitre et la cabine de la VAR. On a vu tout ça et on a vu le check. Est-ce que on a pris des décisions sur les 3 décisions
Bon, surtout la dernière de la situation, dans la surface de situation que le CRB a réclamé un pénalty. Et après, est-ce que la décision a été prise par une information, par la vague, alors qu'on ne pense pas à ce niveau, on ne pense pas à ça, et est-ce que l'arbitre a refusé d'aller de vérifier la situation? Ça, c'est un grand problème, non? Très gros problème. C'est pour ça que... Attendez, après, vous avez vu comment il a été bousculé, monsieur Boukhalifa? Oui, pendant toute... quand je dis, il y a eu même des... Il y a eu un joueur, c'était... Ailleurs, ça aurait été un carton rouge. Il ne peut pas, championnat d'Angleterre, les 5 championnats majeurs. Mais là, il y avait échange qui était vraiment très dur entre un joueur et l'arbitre. C'était même pas... Il y a eu une fois un carton jaune. Après, il s'est dit, j'ai donné un carton jaune, je ne vais pas donner encore un carton rouge. Je pense que c'est comme ça qu'il a réfléchi. Et on a vu à un moment donné, c'était poitrine contre poitrine. C'est-à-dire, c'était presque l'affrontement. Exactement. C'est pas possible. Monsieur Mahamad, l'arbitre, on sait bien qu'il prend ses décisions avec souveraineté. Ça, c'est clair. Mais là nos aînés et nos formateurs disaient toujours que on peut vous apprendre les techniques de l'arbitrage, on peut vous accompagner, on peut vous orienter, on peut vous préparer psychologiquement, mentalement, mais il y a une seule chose qu'on ne peut pas donner aux autres, c'est le courage, monsieur Mahamad. Ah oui, l'arbitre, c'est un point vraiment très important pour un arbitre. Si un arbitre n'a pas le courage de prendre des décisions dans un terrain de football, là, c'est point à la ligne. Très bien. Je rappelle juste Boukhalifa, qui avait le badge international. On lui avait retiré le badge international et une saison après, il avait repris son badge international. Je pose la question. Vous avez été arbitre. Sur ce type, est-ce que dans le football, quand la commission centrale d'arbitrage regarde, pardon, bon, CRB Mouloudia d'Alger, USMA JSK, il y a des matchs comme ça, c'est des matchs avec beaucoup de rivalité, il y a de l'enjeu. Quand on va désigner, en principe, on désigne un profil, le meilleur arbitre pour ce type de match, non? Exactement, M. Ammar. M. Ammar, il y a des arbitres d'élite. Des arbitres d'élite, merci. Il y a des arbitres fédéraux et des arbitres internationaux. Quand on dit les arbitres d'élite, alors tous les arbitres d'élite, que ce soit fédéral ou bien international, ont les capacités de diriger n'importe quel match de la division. Alors, vous avez bien cité le profil. Aussi, il y a le profil d'arbitre. Des fois, les gens, des fois, ils demandent des arbitres internationaux. Non, il y a des arbitres, le profil qui fait désigner l'arbitre dans un match. Alors, des fois, on demande un arbitre international. C'est un arbitre international. C'est bon. Alors, c'est justifié pour la commission de désignation ou bien pour le responsable de l'arbitrage. Alors, il va dire que moi, j'ai désigné un arbitre international. Mais est-ce que cet arbitre, c'est le profil de ce match? Est-ce qu'il a ce profil de diriger ce match? Alors, on a tout vu dans ce match. Sauf un beau football. Et un bon arbitre. Et un bon arbitre. Merci pour la franchise, Monsieur Ahlalchi, sur l'analyse. Je dis bien sur l'analyse. Merci encore une fois. Je terminerai. Je voudrais juste terminer parce qu'on ne peut pas désigner Rebel sur tous les matchs. Rebel, il ne peut pas faire tous les matchs de la Ligue 1. Bien sûr, M. Mahamad. Il y a des arbitres qu'on peut utiliser. Parce que j'ai utilisé le mot élite. Voilà. Pour choisir la composante des arbitres d'élite, ça veut dire qu'ils ont la capacité de diriger n'importe quel match. C'est pas le titre qui arbitre le match. Merci. C'est l'arbitre, c'est les capacités de l'arbitre, c'est les qualités de l'arbitre. Voilà. Je terminerai par cette question. Heureusement que c'était un match à huis clos. Heureusement. Eh bien sûr. On dit non. Nous on dit qu'un match sans public, match sans pression. Oui, mais là, il n'y avait pas de pression, mais là, c'était pire. Sans pression. Non, même M. Mahamad, non, pour que les gens connaissent. Même un match avec public, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. On n'est pas dans une guerre, on est dans un match, on est dans une compétition de match de football. Il y a de la sécurité dans les terrains. Moi, je ne veux pas utiliser ce mot pression. Très bien, c'est très bien.
Voilà. Ah, mais Voilà. alors je le dis, heureusement qu'il n'y avait pas de public, parce qu'avec un tel arbitrage, ça serait parti dans tous les sens. Ah, je vous le dis. Heureusement. Heureusement, parce que le scénario, si c'est le même scénario avec public, je peux vous dire que ça serait parti dans tous les sens, parce qu'il y a de l'injustice de part et d'autre, de part et d'autre. On l'a dit au tout début de cette interview, l'arbitrage a fait que ce type d'arbitrage s'est répercuté sur le comportement des joueurs pendant les 90 minutes, plus l'additionnel, bien évidemment. Même sur l'additionnel. Ah, sur l'additionnel, tout le monde. Alors maintenant, vous savez. Alors je vais vous le dire comment ça se passe. Je ne sais pas si vous l'avez vu, monsieur Hlelchi. Aujourd'hui, quand vous êtes en tribune, les supporters, les passionnés de foot, quand sur l'additionnel, quand il y a un arrêt qui dure, ils prennent leur chrono, ils regardent, ils sont là à comptabiliser. Parce qu'aujourd'hui, le public, il est branché partout. Mais bien sûr. On a des temps additionnels et de la récupération du temps perdu dans les différents championnats du monde. Il y a 10 minutes de temps récupéré chaque Moi, match. je regarde, je suis un fou de la Première Ligue. Je le dis et je l'assume. Mais je regarde la Première Ligue. Ils donnent des 8 minutes, des 9 minutes, des 10 minutes. Laisse le jeu. Et pourtant, M. Mahammar, ils n'ont pas l'anti-jeu. Ah oui, il n'y a pas d'anti-jeu. Voilà. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas d'anti-jeu. C'est vrai. C'est vrai. Ah ben voilà, merci Hamza Rahmouni qui me rappelle, comme Chahiriya l'année dernière, Ousmane Mouloudia d'Alger avait rajouté 15 minutes. Voilà pour le dire, je prends un exemple. Mais laissons le jeu. Là, l'impression c'était, allez, on termine, on joue, on termine, tout le monde rentre chez soi, c'est l'enfer que je suis en train de vivre. J'ai raté mon match, vivement que je siffle la fin du match. Voilà, c'était ça l'impression qui se dégageait lors de cette rencontre. Alors que ça aurait pu être un beau match. Ça aurait pu être un beau match. Je le dis. Voilà. Et il y a trop de tension entre les deux équipes. Ça aussi, c'est pas normal. Ça reste un match de football que le meilleur gagne. Point à la ligne. Merci, monsieur Hlelchi. Voilà. Je vous en prie, monsieur Mahammar. Toujours très bonne analyse, monsieur Hlelchi, avec tout le recul nécessaire sur ce type de confrontation et sur le comportement, la direction du match par monsieur Boukhalifa qui s'est complètement raté sur cette rencontre. Justement, le CRB, l'USMA d'Alger maintenant, autre club. On va parler de compétition africaine. Nous avons la chance d'avoir 2 de nos clubs engagés en Coupe de la Confédération africaine de football. Je rappelle que lors du dernier tour, ça a été l'hécatombe pour les clubs égyptiens sortis de la compétition, tant en Champions League africaine, Pyramide, le Ahli, et en Coupe de la Confédération africaine de football, Al-Masri a été sorti par le Shabab Riadi de Belouizdad. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul club égyptien engagé dans la compétition, ça sera l'adversaire du CRB, Nassima Djaout. Bonjour, Mahammar. Le Bonjour. Shabab est en demi-finale de la Coupe de la CAF après 3 éliminations en quart de finale de la Ligue des Champions, deuxième demi-finale africaine après 1996. Le Shabab avait atteint les demi-finales de la Coupe vainqueur des coupes avec feu Mourad Abdelwahab. Le Shabab amoindri de 3 cadres, Chouaib Keddad, Naoufel Khassof et Farid El Mellali a validé son billet pour les demi-finales face à Al-Masri d'Égypte grâce au but inscrit à l'extérieur par Lotfi Bossoar au match aller. Les Belouizdadis sont revenus de leur déplacement de Port Saïd avec un précieux match nul, un but partout au match retour. Le Shabab a souffert 0-0. Ce match nul, ce score vierge a suffi au Shabab pour valider son ticket pour le dernier carré. L'avant-centre du Shabab de Belouizdad, justement, Lotfi Bossoar, l'auteur du but en Égypte, et bien pour lui, l'essentiel a été la qualification. Le match était difficile. L'adversaire égyptien est venu à Alger pour se qualifier. Le match nul 0-0 nous a permis de passer en demi-finale car nous avons réussi au match aller un résultat positif à Port Saïd. Notre entraîneur m'a fait confiance. Mon but est d'aider mon équipe et de donner le meilleur de moi-même. Nous étions décidés d'aller en demi-finale car nous avions beaucoup souffert en début de saison et j'espère que nous irons jusqu'au bout de l'aventure. Qualification donc dans la difficulté pour le Shabab de Belouizdad et Islam Belkhair le dit, le but à l'extérieur a fait toute la différence. La qualification n'était pas facile. Al-Masri est une bonne équipe et son entraîneur avait déjà entraîné le Shabab, donc il connaît bien notre équipe, nos points forts et nos points faibles. Mais nous avons réussi l'essentiel au match aller en Égypte où nous avons fait un résultat positif. Nous avons tout fait pour gagner ce match retour, mais ça ne s'est pas fait. Mais le plus important, c'est la qualification. Je tiens à dire merci à nos supporters. Je leur dis que nous allons faire de notre mieux pour aller en finale, pour leur apporter de la joie.
Avec 5 victoires et une seule défaite sur 6 matchs disputés, termine en premier au classement de son groupe avec 15 points à l'issue de la phase des groupes, 2 matchs nuls en demi-finale. Le parcours du Shabab de Belouizdad est celui d'une équipe qui a démontré qu'elle a des capacités d'aller le plus loin possible en compétition continentale, avec un joueur qui brille en Coupe de la CAF, Abdelnour Belhoussini, meilleur buteur de la compétition. Il a marqué 5 buts des 12 buts inscrits par le Shabab de Belouizdad. Shabab de Belouizdad, Zamalek d'Égypte en demi-finale à Alger, le match aller à Alger le 12 avril prochain. Les deux équipes s'étaient déjà rencontrées par 3 fois. Il y a eu tout d'abord le match en 1989 en Coupe arabe avec ce match nul 0-0. Les deux formations se sont retrouvées en phase de poule de la Ligue des Champions lors de la saison 2022-2023. Victoire du Shabab de Belouizdad 2-0 avec des réalisations de Draoui et Wamba au match aller. Victoire également au match retour 1-0, but signé Wamba. Autrement dit, le Shabab n'a jamais perdu face au Zamalek d'Égypte. Alors, le Zamalek d'Égypte, justement, il a terminé premier à l'issue. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire, en d'autres termes, Nassima, pour que les auditeurs puissent comprendre, que le CRB est la bête noire du Zamalek sur les différentes confrontations. Sur 3 matchs, tout à fait. 3 matchs. Bon, alors, vous savez que ce type de séries sont faites pour s'arrêter à un moment donné. On l'espère que ça ne sera pas cette fois-ci. On l'espère. Le Zamalek, justement, a terminé premier à l'issue de la phase des poules avec 11 points sur 8 matchs, 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites, 9 buts inscrits, une attaque moins prolifique que celle du Shabab de Belouizdad, et l'équipe de Zamalek a encaissé 5 buts. En demi-finale, le match nul, il y a eu ce match nul entre... en quart de finale, vous voulez dire. En quart de finale, pardon, face à Oto, 1 but partout et 2 buts à 1. Le Zamalek, finalement, s'est qualifié difficilement. Et justement, Nourdine Oueldali, l'actuel sélectionneur du Yémen, nous parle justement de cette équipe du Zamalek. Malgré le baisse du niveau ces dernières années pour Zamalek, mais ça reste une équipe dangereuse sur le plan international, africain en l'occurrence. Il n'y a pas que le niveau du Zamalek qui a baissé ces derniers temps. Il y a des équipes égyptiennes, il y a aussi celui de LA, on va dire les deux grosses équipes africaines. Mais malgré cela, il faut se méfier déjà des derniers résultats de cette équipe et aussi les difficultés qu'a trouvé notre représentant, le CRB, ces derniers temps, surtout le dernier match pour se qualifier. Et ça sera très très difficile pour les deux équipes. Pour battre cette équipe du Zamalek, le CRB doit élever son niveau de jeu. Il faut qu'ils oublient ce quart de finale qui est passé en quelque sorte chanceux pour eux, surtout pour le match retour. Il faut qu'ils fassent très très attention. Et j'ai un joueur que j'avais entraîné en Palestine. Il faut faire attention à cette pépite, à ce joueur très confirmé. En l'occurrence, Adel Tabbar, qui ne rate aucune occasion dangereuse pour cette équipe. Justement, Nourdine Oueldali parle d'un joueur qu'il connaît bien. C'est l'avant-centre de Zamalek actuellement, Oudey Deber, palestinien, un avant-centre qui a marqué 3 buts des 9 inscrits par Zamalek lors de cette édition de la Coupe de la CAF. Pour le CRB, le gros problème, c'est la charnière centrale. Tout à fait. Donc il faudra régler ce problème. Hein. Deber, il faudra le surveiller comme le lait sur le feu. Oudey Deber, lui qui vient de Charleroi, il a signé au Zamalek en août 2025. Alors le Zamalek, c'est 5 titres en Ligue des Champions, 2 en Coupe de la CAF. La dernière, c'était en 2024. Cependant, Zamalek est en crise actuellement. 14 dossiers en litige au niveau de la FIFA. Le Zamalek pourrait être interdit de recrutement. Il y a ce délai du 31 mai pour juste fixé par la FIFA pour régler ce type de problème. Et justement, si le cas échéant, le Zamalek ne pourra pas participer la saison prochaine en compétition de la CAF. Et comme dirait le dicton, donc jamais peut-être 304 ou 203, puisque l'édition 2025-2026, Ligue des Champions et Coupe de la CAF, ne semble pas être favorable aux clubs égyptiens après l'Ahli, également le club d'El Masri, Pyramide. Donc est-ce que je peux vous dire, c'est également peut-être l'exception qui fait la règle. On verra. On verra. Merci Nassima Djaoud. Voilà, vous connaissez mieux encore ce club, l'adversaire du CRB, le Zamalek. Pour l'autre club algérien, l'USMA d'Alger, c'est des retrouvailles olympiques Safi du Maroc qui sera l'adversaire de l'USMA d'Alger. Il y a déjà eu une rencontre en Coupe de la Confédération africaine de football en aller-retour. Par 2 fois, l'USMA avait affronté Safi et par 2 fois, l'USMA avait battu Safi. Vous allez me dire confirmer ou infirmer justement, si ma mémoire est bonne.
Bonjour Rostom Yaheshri. Bonjour, Mohamed. Elle est bonne à 50%, puisqu'au match aller, l'USMA s'était imposé à 1-0, c'était en phase de groupe, je précise. Au match retour à Alger, le score Match était de nul. 0. Bah exactement, match nul Très 0-0. Moi j'ai retenu le match aller, donc je me suis dit au retour, ça n'était qu'une formalité, comme quoi. Et d'ailleurs, ça avait permis à l'USM Alger de terminer leader de son groupe et Safi deuxième. Et justement, ils se retrouvent, USMIST et Safi. D'abord, l'USM Alger qui s'est qualifié dans la douleur, il faut le préciser. Au match aller, les USMIST s'étaient inclinés 2-1 au Congo face à l'AS Maniema. Les USMIST devaient renverser la situation Mais au match je retour. rappelle juste, quand vous dites comme ça pour nos auditeurs, que sur ce match, l'USMA aurait dû gagner ce match. Au vu des occasions qui sont créées, les USMistes, il y avait eu, c'était des conditions climatiques dantesques, avec une pluie diluvienne sur un terrain en tartan. On avait vu des grosses difficultés, mais malgré cela, en deuxième mi-temps, ils avaient eu 3 occasions nettes de scorer. Malheureusement, ils avaient perdu 2-1. Je m'étais dit, au match retour, ça va être qu'une formalité. Et finalement... Finalement, ça a été difficile. Mission accomplie, certes, au stade du 5 juillet avec une victoire courte mais précieuse, 1-0 synonyme de qualification, et un succès, il faut dire, arraché au mental. Car si les Rouges et Noirs ont réussi à faire l'essentiel grâce à un but de Brahim Benzaza, ils ont surtout souffert face à une équipe congolaise entreprenante, dangereuse et qui a multiplié les offensives jusqu'au coup de sifflet final. D'ailleurs, lors de ce match, au-delà du score, on remarque que l'USM Alger, par contre, est capable de produire du beau jeu, mais surtout capable de souffrir face à une coriace équipe en face. Car après l'ouverture du score, les hommes de Soustara ont reculé, parfois trop, laissant l'initiative à Maniema. Mais là où l'USM Alger a marqué des points, c'est dans sa solidité mentale, bloc compact, ligne resserrée et une solidarité dans tous les instants. Un match qui pourrait bien servir de référence dans la gestion des moments difficiles, comme le dit l'entraîneur sénégalais des Rouges et Noirs, Lamine Ndiaye. Les garçons ont sorti vraiment un match d'homme. Ils ont vraiment sorti un match d'homme. Ils étaient tellement décidés. Quand tu vois l'engagement, quand tu vois l'implication de tout un chacun sur le banc même, il ne pouvait rien nous arriver. Je pense qu'ils continuent avec le même état d'esprit, ils vont soulever des montagnes. Un discours de l'entraîneur Lamine Ndiaye qui souligne une chose essentielle au-delà du jeu, c'est le mental qui a fait la différence du côté de l'USM Alger. Également le défenseur camerounais, désormais pilier au niveau de la charnière centrale de l'USMA, Tchemalon Junior, qui estime que cette victoire démontre la force mentale de son équipe. L'essentiel était de se qualifier pour la demi-finale. C'était pas facile parce que c'est une bonne équipe. On doit les respecter. Mais on est chez nous. On doit s'imposer. On doit prendre le 3 points. Et c'est ce qu'on vient de faire. On doit commencer à préparer pour la demi-finale. Jouer contre Safi, on doit préparer. Inch'Allah, on prépare la demi-finale très bien parce qu'on doit aussi jouer la finale. Donc, c'est pas à part qu'on attend la demi-finale. Et avec cette qualification, l'USMA confirme son statut de sérieux prétendant au sacre final. Mais si la solidarité affichée est rassurante, la gestion des temps faibles et la capacité à garder le ballon seront des éléments à améliorer pour la suite de la compétition. Vous avez parlé du match aller où ils avaient d'ailleurs encaissé un but, c'était sur coup de pied arrêté. C'était le même scénario lors du match face à la JS Kabylie où ils avaient encaissé un but sur coup de pied arrêté. Et d'ailleurs, l'entraîneur de l'USM Alger, Lamine Ndiaye, n'était pas content. Il avait dit d'ailleurs après match sur nos ondes, on avait rectifié ce problème-là, on en avait parlé 1 heure avant le match. Ça veut dire qu'ils l'ont travaillé, ça a été travaillé pour corriger ce type de situation. Voilà, et on retombe toujours dans le même problème. Dans les mêmes travers. Et donc il faudra régler ça au plus vite, car en demi-finale, le niveau montera encore d'un cran. Et justement, les USMistes retrouveront un adversaire qu'ils connaissent très bien, l'Olympique Club de Safi. Les deux formations s'étaient déjà croisées. Victoire, on le disait, 1-0 à l'aller pour l'USMA. En terre marocaine, l'USMA s'était imposé. Et un match nul 0-0 ici, et dernier de son championnat, l'Olympique Safi, il faut le préciser, mais qui a éliminé le Wydad. Un duel qui s'annonce donc équilibré, mais où l'USM Alger qui a éliminé le Wydad. Les deux matchs se sont terminés à égalité, 1-1, 2-2. C'est le but marqué à l'extérieur qui a fait la différence. Et le Wydad qui évoluait à 10 pendant plus de 80 minutes lors du match au retour. Et on écoute justement Lamine Ndiaye sur ce match face à l'Olympique Safi. Avantage, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une équipe qu'on a joué 2 fois. Et c'est toujours des matchs disputés. Parce que éliminer le Wydad, c'est pas donné à n'importe qui. Donc il ne faudra pas croire que c'est déjà arrivé, loin de là.
Il faudra jouer 2 gros matchs comme on a fait là. Parce que je pense on a fait 2 gros matchs. Et aujourd'hui, je pense qu'on a sorti le match qu'il fallait. Alors, l'USM Alger recevra d'abord au match aller en demi-finale ici à Alger, puis se déplacera au Maroc. Le match aller, ça sera le 11 avril. Mais au-delà de l'adversaire, le plus grand défi des Rouges et Noirs sera la gestion de l'enchaînement des rencontres entre le championnat des matchs retard, la Coupe d'Algérie demi-finale et la Coupe de la CAF. Le calendrier s'annonce particulièrement chargé pour les USMIS. Un test grandeur nature pour la profondeur de l'effectif qui reste aussi assez jeune et la capacité du staff à maintenir fraîcheur physique et concentration mentale désormais. C'est un autre combat qui commence pour l'USM Alger. Alors pour rêver plus grand, il faudra tenir sur la durée. Merci, la transition est toute faite. On va parler de calendrier, la gestion du calendrier. Vous l'avez dit, c'est un véritable marathon sur cette dernière ligne droite. Tant l'USMA que le CRB ont 4 matchs de retard, ont les matchs de Coupe de la CAF où ils sont engagés, où ils veulent aller en finale, sont engagés en Coupe d'Algérie. Et heureusement que la Fédération algérienne de football a eu le nez creux en reportant les demi-finales vers la fin avril. Et puis il reste la 2e place dans le championnat pour aller chercher une place en Champions League africaine. La crainte, il y a le physique, mais il y a également le mental. C'est un sujet auquel s'est intéressé Islam Taazibt. Le calendrier n'épargne personne, mais le CR Belouizdad et l'USM Alger en payent aujourd'hui le prix fort. Engagés sur 3 fronts, les 2 clubs devront enchaîner sans répit dans les semaines à venir. Avant même le physique, c'est le mental qui encaisse. Sortir d'un quart de finale de Coupe de la CAF pour replonger dans un derby face au Mouloudia ou une affiche contre la JSK impose une tension permanente. Saturation, concentration continue, fatigue émotionnelle, les joueurs n'ont plus le temps de souffler. Pour Nordin Oueldali, la fatigue mentale se répercute directement sur les résultats de l'équipe. Nous l'avons tout le temps constaté que nos équipes, elles ne peuvent pas enchaîner sur des performances, surtout après une grande performance internationale, c'était le cas. Si on prend les 2 exemples de l'USMA et du CRB, on peut dire qu'ils étaient en phase de décharge parce que 3 ou 4 jours avant, ils avaient acquis une qualification pour la Coupe d'Afrique. Vous savez, quand une qualification à ce niveau-là, nos émotions, ils sont au sommet. Donc après le match, il fallait décharger tout ça. Ces équipes-là ne sont pas préparées à enchaîner des grandes compétitions tous les 3 jours, tous les 4 jours. Et le corps suit difficilement. D'ailleurs, et ce n'est un secret pour personne, l'accumulation des matchs fragilise les organismes et augmente le risque de blessure. Comme nous le confirme Dr Yasmine Dahleb, spécialiste en médecine du sport. Enchaîner des matchs tous les 3 à 4 jours représente un risque pour l'organisme et augmente les risques de blessures musculaires. La récupération et l'alimentation jouent un rôle prépondérant pour réduire le risque de blessure. Une bonne récupération et une alimentation adaptée sont primordiales. Les membres du staff technique doivent aussi songer à gérer intelligemment leur effectif en mettant les joueurs au repos quand cela est nécessaire. Dans ce contexte, les choix de la Ligue de football professionnel n'ont pas vraiment aidé les clubs algériens à rester compétitifs sur la scène continentale. C'est ce que déplore Nordin Oueldali. On pourra aussi remettre en cause ce qui a été fait au début de saison par la Fédération algérienne de football ou par les instances du football, soit la Fédération, soit la Ligue. C'est d'imposer un temps de jeu à des joueurs qui ne sont pas encore performants, les moins de 21 ans ou les moins de 23 ans. Ça peut se faire avec un effectif assez élargi. Donc, on ne peut pas limiter un effectif à 25 ou 26 joueurs et imposer dans ces 25 joueurs, 5 joueurs jeunes à qui on doit donner un grand temps de jeu. On ne doit pas mettre aussi dans la même balance des équipes qui jouent des compétitions internationales et des équipes qui jouent que localement. Alors, quel cap pour le CRB et l'USMA ? En Coupe d'Algérie et en Coupe de la CAF, 4 matchs seulement les séparent d'un titre et d'une qualification africaine, quand le championnat impose encore une dizaine de rendez-vous. Entre raccourcis vers un trophée et un marathon domestique, le choix est posé. Pour Saad Ramovic, il n'est nullement question de sacrifier le championnat. Une programmation très chargée nous attend avec plusieurs matchs à grande importance en championnat, en coupe et en compétition africaine. Nous avons pour ambition de jouer nos chances à fond en championnat pour décrocher une place qualificative en Ligue des Champions
Il n'est pas question de baisser les bras. On prendra tous les matchs au sérieux. Le Shabab est un grand club. Nous avons le devoir de le représenter dignement dans toutes les compétitions. Après, il est clair qu'avec l'enchaînement des matchs et la fatigue, il y a le risque de blessure. Avec les membres du staff technique et médical, nous saurons gérer cette période. Plus qu'un simple turnover, c'est donc une gestion stratégique qui s'impose. Car dans cette course contre le temps, ce ne sont pas seulement les points qui se jouent, mais la capacité des deux clubs à finir leur saison avec un trophée. C'est tout l'enjeu. Moi, je rappellerai juste une histoire. On est en 2014, on va appuyer sur la machine à remonter le temps. L'Algérie est qualifiée au mondial, si vous vous souvenez à l'époque. La fédération, c'était à l'époque M. Rawarawa qui dirigeait la fédération, prend une décision, on n'engage pas les clubs dans les compétitions africaines. Finalement, ils font machine arrière en disant au club, écoutez, les matchs retour, pas de match retard, vous jouez tous vos matchs. On est arrivé à quelle situation? Il y avait le défunt, Allah yarhamou, président Laïb, qui dit, Al-Harrach, on n'a pas les moyens, on n'y va pas. Reste le CSC et l'entente de Sétif. Le CSC en Coupe de la CAF dit, on y va, et le CSC a été obligé de jouer un match de championnat et un match de Coupe de la CAF en 48 heures. De l'autre côté, l'entente de Sétif. Eh oui, personne ne voulait que cette équipe de l'entente ne s'engage. Et finalement, le temps a donné raison à Hamad. Tout le monde était heureux le 1er novembre, 2014, quand l'Algérie, grâce à l'entente de Sétif, soulevait la Champions League africaine. C'est pour ça que je dis, il faut accompagner les clubs. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des matchs retard. On est dans la même situation. Il y a une deadline pour la fin du championnat, donc il faut aller très très vite pour terminer le championnat, mais il fallait y penser avant, c'est-à-dire prendre ses précautions. Je me souviens qu'il avait été exigé des clubs de jouer 72 heures avant ou 72 heures après leur match de compétition africaine. Malheureusement, cela n'a pas été appliqué. On fait plaisir aux clubs dans un premier temps, et après ça revient comme un boomerang en plein dans le visage. Alors, Hamza Rahmouni, bonjour. Question. Bonjour. Est-ce qu'il va y avoir encore des reports de matchs? Et je pense notamment à Mouloudia d'Alger, Usma d'Alger. Mais avant de me répondre à cette question, que prévoit la réglementation? Alors, la réglementation prévoit qu'un club est dans le droit de demander le report d'un match s'il a 4 joueurs au minimum retenus en équipe nationale. La précision est de taille, sélection nationale A, sélection A' et sélection olympique. Dans ce cas de figure, par exemple... Allez, on va revenir. Donc, vous dites, pour résumer, 4 joueurs, plus de 3, quoi. Voilà. Quelle que soit la sélection. Il est prêt, les A... A' et olympique. Donc, les olympiques sont en stage. Les A, il y a des dates FIFA. Très bien. Je vous pose la question, également, est-ce que le Mouloudia d'Alger et l'Usma d'Alger sont concernés? Alors, vous allez me répondre. Eh oui, le Mouloudia d'Alger et l'USMA sont concernés. L'USMA qui a Abadan en sélection nationale A, Chemalan avec le Cameroun, Kamagaté avec l'équipe olympique. Ça nous donne 3 joueurs. Et on a Atamnia et Boudagbala avec la sélection nationale olympique d'Algérie. Donc 5 joueurs. Vous avez bien entendu, 5 joueurs retenus. Ça veut dire, à partir de là, le match est reporté. En principe, non, mais il faut attendre. La réglementation. Je vais vous expliquer. Le match doit être reporté. Restons sur la réglementation. Le match doit être reporté. Le match, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, reporté. Pourquoi il ne serait pas reporté alors? Et le Mouloudia d'Alger, est-ce qu'ils ont des absents? J'allais dire, donc le Mouloudia d'Alger, Zougrana avec le Burkina Faso, Saliou Bangoura qui a été retenu mercredi soir par la Guinée, Anatouf et Gassi. Donc il y a 4 joueurs. 4 joueurs. Ah ça y est, le match on le reporte. Oui ou non? En principe, il est reporté. Ne me dites pas en principe ce que prévoit la réglementation. Selon la réglementation, il sera reporté. Et là, qu'est-ce que vous me dites? Le match va avoir lieu. Alors pourquoi? Alors, ça c'est déjà temps. L'explication. L'explication. On a Tamnia et Boudagbala qui ont été libérés pour l'USMA d'Alger pour prendre part au match USMA-JSK. Mais l'équipe est en regroupement, il faut préparer 2 matchs contre la RDC. On est en plein regroupement, on a libéré les joueurs pour aller jouer un match de championnat. C'est ce que vous êtes en train de me dire? Oui. Ils ont été libérés au profit de leur club. Et du côté du Mouloudia d'Alger, Anatouf et Gassi, donc, qui vont être au service de leur équipe. Donc c'est pour ça, je reviens également. Regardez la situation. Vous êtes en train de rappeler les faits. Et les faits sont têtus. L'équipe est en stage. On libère des joueurs pour aller jouer un match de l'équipe avec leur club, revenir en équipe nationale, alors que l'équipe nationale olympique joue aujourd'hui.
Donc il faut le rappeler également contre la RDC. Et il y aura un second match amical. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'il est dit, pas de match pendant les dates FIFA. C'est les sélections. Donc il ne peut pas y avoir de match pendant les dates FIFA. Mais là, on a programmé un match malgré tout. On a programmé des matchs. Des matchs, merci. Il y a Paradou, CRB, USMA, Mouloudia d'Alger. Et également JS Kabylie, US Benak. Mais eux, ils n'ont pas de joueurs en sélection. Voilà. D'accord. Là, ça peut passer. Pour dire, bon, quand la sélection, c'est sacré. On ne fait pas d'aller-retour. Donc il faut juste préciser que du côté de la LFP, on justifie cette décision par le fait que les clubs se sont engagés de ne pas refuser, de ne pas demander de report, de vouloir terminer avant le 25 mai, date butoir imposée par la FIFA, ce qui est très important, durant cette année difficile et très chargée en matière de compétition. On a la Coupe d'Afrique des Nations, on a la Coupe arabe et on a la compétition de trop, le CHAN, qui n'est pas reconnu par la FIFA. Eh oui, le CHAN qu'il fallait donc renoncer à cette participation pour permettre à la Ligue de programmer le coup d'envoi du championnat. C'est ce qui a pénalisé la Ligue. Tout à fait, parce que le championnat était déjà, le coup d'envoi a été reporté, et il y a eu plusieurs matchs qui ont été reportés lors de la première journée du championnat, et donc c'est ce qui on avait retardé le début de saison. Voilà. Merci. Et encore une fois, Hamza Rahmouni, merci à Islam Terzib, Nassima Djaout, Rostom Yahya Shrif, à la réalisation Fouad Hamadi, Ali Hamouche également. Merci de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve de 15h et on va passer un après-midi et une soirée de sport. On est ensemble ce soir de 15h à 23h. D'ici là, eh bien, les programmes de la chaîne 3 et tout d'abord pour vous servir le 12-13 que vous présente Siham Bacha.